Hello les amis, nous sommes le vendredi 19 juin 2020 et regardez, j'ai un t-shirt, on me l'a offert, Big Pharma, Bill Gates, Just Say No, c'était Spreadshirt, vous savez j'avais fait une émission avec Emma Cruzy, et on avait dit s'il y a des vendeurs de t-shirts qui voulaient faire des trucs sympas, je vous le mets dans les liens, j'en ai reçu 2 autres, mais je les ai pas encore lavés donc vous les verrez dans les prochains temps. Dans mon avant-dernière émission, qui corrèle un petit peu l'émission avec Pierre Villard, parce que vous voyez bien cette fantastique manipulation qu'il y a dans le monde entier. Donc j'ai eu des réponses pour le Brésil. Donc effectivement, l'hôpital existe bien. Je vous avais montré des députés brésiliens rentrés dans un hôpital vide. En fait, ce qui se passe au Brésil, c'est que Bolsonaro, le président, est très attaqué, comme Trump aux États-Unis est très attaqué. Donc on voit maintenant que tous ces présidents qui sont un petit peu conservateurs, qui sont un petit peu guillemets populistes, comme les Français aiment à les nommer, sont attaqués. Alors moi je suis pas fan de Bolsonaro, je le connais pas vraiment. Il y a des trucs qu'il fait bien, il y a des trucs comme la déforestation des Indiens d'Amazonie, là je suis pas d'accord. Mais donc effectivement les députés ont accès aux hôpitaux. Et donc on me dit, ben voilà, selon, je vous ai mis un article brésilien dans les liens si vous voulez le faire traduire. Selon Nixo, un des médias électroniques indépendants brésiliens indique que le 12 juin 2020, que Bolsonaro, lors d'un discours, incite ses sympathisants à envahir, entre guillemets, en filmant et en partageant sur les réseaux sociaux, les hôpitaux publics, gérés par les gouverneurs qui, comme aux États-Unis, ne sont pas de son obédience, vous savez, les gouverneurs démocrates aux États-Unis, traitant des patients Covid. Car, selon beaucoup de rumeurs, ça je vous l'avais déjà dit, certains hôpitaux publics ou des hôpitaux de campagne exagèrent énormément le nombre de morts Covid dans leur enceinte, ainsi que le nombre de patients hospitalisés en réa. Toujours selon l'article, il est interdit d'entrer dans ces endroits sécurisés pour des raisons sanitaires évidentes. Ces actions auraient pour but de dénoncer le détournement de fonds publics par certains gouverneurs, censés être utilisés pour construire des hôpitaux de campagne et recevoir des patients, mais apparemment aucun patient n'y se trouve. On voit beaucoup d'images d'hôpitaux de campagne vides dans beaucoup d'États. Et quelqu'un d'autre, un autre abonné, me dit que, concernant un autre sujet, vous savez, on a aussi vu des images de fosses publiques où sont enterrés les morts, elles seraient vides, ou alors des personnes seraient enterrées pour d'autres maladies, cancer, arrêt cardiaque. Voilà, et donc en ce moment c'est un gros scandale au Brésil, et on voit que c'est un petit peu partout ça se passe comme ça dans le monde, c'est vraiment, on voit des choses phénoménales. Vous savez, je dis souvent à Internet la mémoire, et ben on y va, allez, on fait un petit saut dans le passé. Le 5 avril, Chloroquine l'appelle le 3 grands noms de la santé en faveur des préconisations du professeur Raoult. Et donc c'est qui? Fabien Calvo, professeur émérite de pharmacologie à l'université de Paris-Diderot, ex-directeur scientifique de l'Institut national du cancer, Jean-Luc Arousseau, ancien professeur d'hématologie à l'université de Nantes et ancien président de la Haute Autorité de Santé, Dominique Maranicki, professeur émérite de cancérologie à Aix-à-Marseille, ancien directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Donc vous voyez que nous sommes là donc le 5 avril et des hauts professeurs disent sauvez les gens, utilisez le protocole Raoult, chose qui n'a pas été faite comme vous le savez. Mais pire, si on remonte encore un petit peu plus loin, le 25/3, l'ARS désapprouve les dépistages massifs du professeur Didier Raoult. Et ils disent non, il faut juste dépister les personnes fragiles, vous vous souvenez de ces interminables queues devant l'IHU de Marseille, et on s'aperçoit qu'une fois de plus, Didier Raoult a eu raison, et que l'IHU, dans son ensemble, a fait un travail extraordinaire, vu que c'est l'endroit en France où il y a la plus faible mortalité. Donc les autres ont critiqué, mais ils ont des taux de mortalité, des taux de létalité énormes. Donc l'ARS, là, il faudra aussi qu'elle rende des comptes. Parce que c'est pas normal qu'on soit chapeauté comme ça, en pyramide, par des personnes qui gagnent une fortune, et qui se trompent. À un moment, il faut rendre des comptes. Quand on se trompe, surtout sur la santé des gens, surtout la santé des Français.
Un autre petit retour en arrière. Regardez, ça c'est publié le 14 avril, retenez bien la date. L'industrie au secours d'Emmanuel Macron. L'outil industriel européen s'est mis en marche. La capacité à fabriquer des respirateurs artificiels tourne à plein régime. Euh, donc, on est le 14 avril. Or, moi, j'ai fait une vidéo le 11 avril, comme vous le savez, qui a fait 1,5 million de vues. Donc, 3 jours avant cet article, où je disais que les respirateurs ne servaient à rien, puisqu'en Italie, on avait déjà trouvé que c'était pas un problème respiratoire, que c'était un problème sanguin. Donc j'ai été moqué partout, il y a même un mec, je crois, qui m'a écrit un article long comme ça sur le blog de Mediapart disant que je divaguais. On est le 19 juin, personne ne remet ça en cause, et vous avez entendu parler encore de respirateurs, vous? Non, donc vous voyez. Donc comment l'OMS a pu laisser faire une étrangeté pareille? Qu'on ne connaisse pas une maladie, c'est normal. Mais il y a des pays qui ont été touchés avant tout le monde. Il y a des pays qui ont trouvé avant tout le monde. Pourquoi on ne diffuse pas l'information? Pourquoi moi je fais une vidéo le 11 avril, moi qui ne suis rien? Et pourquoi on est content, on fait cocorico le 14 avril, ça tourne à plein régime pour fabriquer des respirateurs? Alors que c'est plus du tout ce qu'il fallait. On apprend ici que, vous savez qu'en ce moment il y a plein d'auditions. Audition ce matin du conseil scientifique sur la commission d'enquête. Et ben, vous savez quoi? Ça a été l'hospitalocentrisme, comme l'appelle Martine Vonner, des approches, hein, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais vu de patients de leur vie. Comme elle demande, les médecins de première ligne ont-ils été entendus? Et le professeur Delfrécy, que vous connaissez maintenant, qui était à la haute autorité de santé, a bien précisé que c'est le gouvernement qui a décidé à chaque instant. À chaque instant. Bon, eux, évidemment, ils n'ont pas été contre le gouvernement, mais quand même, c'est très intéressant maintenant tout ce qui se passe. Hein. On en apprend des choses. On apprend aussi quelque chose quand même assez dingue, hein, c'est que, interrogé par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale consacrée à l'indépendance du pouvoir judiciaire, parce qu'on dit toujours que la justice est indépendante, Éliane Houlette a parlé de contrôle très étroit. Éliane Houlette, c'est qui? C'est l'ancien procureur national financier, qui a été entendu le 10 juin dernier par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, consacrée aux obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. La magistrate a alors reconnu avoir subi la pression du parquet général au début de l'affaire Fillon en février 2017. Elle a notamment pointé les demandes incessantes pour qu'elle fasse remonter les informations le plus vite possible sur les derniers actes d'investigation. Je vous rappelle quand même, petit retour en arrière, Fillon avait écrasé les primaires du Parti républicain. Il était largement vainqueur, il était dans une dynamique très positive. Emmanuel Macron, au second tour, n'avait strictement aucune chance contre François Fillon. Hélas, on l'a shooté. Donc là aussi, il va falloir enquêter. Il y en a des enquêtes en ce moment. Hein. Il y en a encore une autre là. Vous savez, la République irréprochable de notre président. Conflit d'intérêts. Comment la haute autorité pour la transparence de la vie publique, alors dirigée par une haute fonctionnaire liée au cabinet de la ministre Elisabeth Borne, a rendu un avis très favorable à Elisabeth Borne avant de rétropédaler. En fait, on apprend quoi? Je vous mets tout ça pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que là je fais rapide. Je mets tous les liens. Eh bien, tout simplement, là on découvre que des hauts responsables se sont décarcassés pour couvrir la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, alors interrogée par le magazine Marianne sur un possible conflit d'intérêts. Pour rappel, celle-ci avait omis de mentionner dans sa déclaration d'intérêt que lorsqu'elle était présidente de la RATP entre 2015 et 2017, elle siégeait par ailleurs au conseil d'administration d'un lobby visant à promouvoir la délégation par l'État au secteur privé de grands projets d'infrastructure, l'Institut de la gestion déléguée, l'IGD, ce qui percute directement ses missions actuelles. En effet, en tant que ministre chargée notamment des infrastructures, elle a la capacité d'attribuer des marchés pouvant échoir à Bouygues, Vinci ou Eiffage, tous membres de cette fameuse IGD. Voilà la République irréprochable de Emmanuel Macron. Il y a des conflits d'intérêts partout, on va le voir de toute façon avec tout ce qui se passe en ce moment sur les commissions d'enquête concernant ce qui s'est passé en France, parce que la France, quand même, il y a un taux de létalité énorme. Il faut demander des comptes, hein, vos hôpitaux. Hein. Pourquoi autant de gens sont morts? Je vous mets dans les liens encore une fantastique enquête de Journal François, Covid-19, essai clinique sur le remdesivir, les magouilles de Gilead et The Lancet. Donc là, on parle carrément de magouilles, mais c'est rien par rapport à professeur Perron. J'ose le dire, il y a une véritable corruption qui a plongé des dizaines de milliers de Français dans la mort. Voilà, un prof qui ose parler, et il est passé partout, son livre numéro 1 des ventes sur Amazon,
Et donc il dit qu'on aurait pu éviter environ 25 000 morts. Et il était donc, comme je vous l'avais aussi dit, invité par André Berkoff sur Sud Radio, mais il est passé sur plein de plateaux télé et sur plein de plateaux radio. Et le professeur Perron dit que tous les experts qui critiquent les résultats de Didier Raoult effectués pendant la crise du virus, sur un total de 3700 malades, ont été achetés par l'industrie pharmaceutique selon ses propres mots. Et puis, il a raison, hein. Pourquoi? Parce que ici, je vous mets une étude qui est parue. C'est pas une étude, c'est une méta-analyse. Qu'est-ce que c'est une méta-analyse? En fait, dans le cadre de la pandémie du Covid-19, une société a réalisé une méta-analyse sur les effets des dérivés de la chloroquine chez les patients basés sur des rapports non publiés et publiés, accessibles au public, avec les mots-clés hydroxychloroquine, chloroquine, coronavirus, Covid-19, SARS-CoV-2, qui ont été utilisés dans beaucoup de moteurs de recherche, PubMed, Google Scholar, Google, enfin plein, et sans aucune restriction quant à la date ou à la langue. Et ils ont répertorié 20 études qui ont été identifiées, impliquant plus de 105 000 patients, dont plus de 19 000 patients traités, de 9 pays différents, et les études observationnelles des mégadonnées ont été associées à des conflits d'intérêts, à l'absence de posologie et de durée de traitement, et à l'absence de résultats favorables. Les études cliniques ont été associées à des résultats favorables à des détails sur le traitement. Parmi les études cliniques, 3 des 4 essais contrôlés randomisés ont rapporté un effet favorable significatif. Parmi les études cliniques randomisées, un effet récapitulatif favorable significatif a été observé pour la durée de la toux, la durée de la fièvre, la guérison clinique, le taux de mortalité et l'excrétion virale. Voilà. Et en conclusion, cette méta-analyse des rapports cliniques accessibles au public démontre que les dérivés de la chloroquine sont efficaces pour améliorer les résultats cliniques et virologiques, mais plus important encore, elle réduit la mortalité d'un facteur 3 chez les patients infectés par le Covid-19. Voilà. Donc je vous laisse lire l'étude, il y a le format PDF, vous pouvez le télécharger aisément. C'est complètement dingue un petit peu ce qui se passe en ce moment, un petit peu partout. Du reste, en ce moment, vous avez aussi entendu parler beaucoup en ce moment d'un médicament qui s'appelle le dexaméthasone. Ils disent que ouais, c'est pas mal, mais regardez, le professeur Philippe Frogel dit que les mêmes médecins qui critiquaient l'approche de Didier Raoult ont utilisé massivement le dexaméthasone sans étude. Il conclut, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, hein. C'est marrant. Du reste, on pourrait penser à quelque chose. Qui c'est qui a fait des études randomisées en double aveugle sur le Doliprane, le paracétamol? Ce qu'on disait aux gens, restez chez vous, prenez du paracétamol. Alors déjà, moi, ça me choque parce que quelqu'un qui a de la fièvre, vous savez que c'est la réponse immunitaire contre le virus. La fièvre, c'est notre système immunitaire qui fait élever la température du corps pour lutter contre la propagation du virus. Plus la température du corps est forte, moins le virus se propage dans le corps. Donc déjà donner quelque chose qui fait tomber la fièvre, ça n'a aucun sens, hein. Donc ça va pas contre le système immunitaire. Mais ensuite, vous avez vu que dans les rapports de l'OMS sur Vigibase, sur les effets secondaires du paracétamol, ils sont bien supérieurs à ceux de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine multipliés. Alors pourquoi on dit prendre du paracétamol? Parce que c'est quand même un médicament, le paracétamol. C'est pas prends un chewing-gum, hein. Donc là aussi, je comprends pas. On posera des questions. Une petite nouvelle du Canada. Alors c'est Moncton. Alors je ne sais pas exactement où c'est. Je vous mets l'article. Je suis sûr que des abonnés vont me trouver. Puisque un projet de loi sur la vaccination obligatoire du gouvernement Inks a été défait à l'Assemblée législative par 22 voix contre 20. C'est le 22 contre 20, ça me paraît très peu. Donc je ne sais pas si c'est un État. Et ça a été rejeté. Voilà. Donc Bill, adieu. Tu l'auras pas pour cet État-là. Si quelqu'un d'entre vous pourrait me dire, qui est du Québec, m'expliquer qu'est-ce que c'est que cet État par vidéo. Beaucoup dans les commentaires ces dernières semaines m'avaient demandé de parler de la loi Avia. Non, j'ai pas parlé de la loi Avia. Donc c'est fait. La loi Avia contre la haine en ligne, censurée par le Conseil constitutionnel. Donc voilà, c'est fini. Hop, circuler, il n'y a rien à voir. C'était pas la peine que je vous en parle. Et sinon, les masques. Alors là, c'est quand même un truc de fou. Hier, dans l'audition, la directrice de la santé publique France a dit,
je vous confirme qu'il n'y a pas eu d'autres commandes de masques au-delà de 100 millions qui étaient prévues. J'ai un trou de mémoire pour les antiviraux. Là, ça pose quand même un grand problème. Ça pose quand même un grand problème. Et puis, il faudrait quand même qu'on arrête avec les masques là, parce que ça commence à devenir assez pesant. La semaine prochaine, ici en Alsace, on annonce des températures ressenties autour des 37-38 degrés. Je vois pas très bien comment les personnes peuvent, je sais pas moi, dans les restaurants, dans les cuisines, les salons de coiffure sont pas climatisés, travailler avec des températures pareilles avec un masque, ça suffit. Il faut arrêter maintenant de se moquer des gens. Il n'y a plus de circulation de virus en France. Les cas positifs, on cherche désespérément. Alors si vous connaissez quelqu'un qui a été récemment décelé positif, hein, vous me donnez de ces nouvelles. À mon avis, il n'a pas été hospitalisé, il a rien, il est juste déclaré positif, on ne sait pas pourquoi. Donc la semaine prochaine, je vais m'occuper de ça, parce que ça commence à devenir un petit peu pesant de voir des gens qui portent des masques. Là encore, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah mais il va falloir s'y faire ». Non, non, on n'a vraiment pas envie de s'y faire au masque. Voilà. Allez, je vous laisse sur une petite, toute petite vidéo où hier, dans les grandes gueules, ils veulent que professeur Perron, il soit ministre de la Santé. Moi, je vote pour, et je vous mets aussi l'embarras évident de Geneviève Chen, directrice de la santé publique franche. S'il se passe quelque chose de grave, je reviens ce week-end. S'il se passe rien, je reviens pas. Donc si je reviens pas, c'est que tout va bien. D'accord? Allez, je vous fais bye bye, bis. Puis sur rmc.fr, vous aurez le dernier mot. Vous votez. Qui doit rester? Qui gardez-vous? Qui sortez-vous? rmc.fr. Perron à la santé. On en a. Pourquoi pas? Tiens, Perron. Ça vous intéresse la santé? Dans le cambouis, Perron. La blouse con, bon, il en veut pas. On en a 10. On en parle lundi. Qui vous gardez? Qui vous virez? D'inertie ou de non-mouvement en tout cas. Il n'y a pas eu d'autres commandes. Je vous confirme qu'il n'y a pas eu d'autres commandes de masques au-delà des 100 millions qui étaient prévus. Alors je suis vraiment désolée parce que j'ai un trou de mémoire pour les antiviraux, mais